3 continents, 3 théâtres de guerre passés sur les ruines desquels se construisent ou se reconstruisent des vies. Voici le vaste terrain entre l'Europe, les États-Unis et Israël qu'explore l'écrivain et traducteur Shmuel T. Meyer dans son nouveau recueil de nouvelles « Et la guerre est finie ». C'est son titre. Il vient de paraître aux éditions Métropolis. Une trilogie composée des volumes Les Grands Express européens, Kibbutz et The Great American Disaster, qui vient de remporter le prix Goncourt de la nouvelle. Pour en parler, j'accueille depuis Tel Aviv son auteur. Shmuel T. Meyer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes né en 1957 à Paris, vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans et de recueils de nouvelles. On peut citer parmi les romans Un Nouvel An de Pierre qui est paru chez Gallimard en 2013 ou encore La Bouche ouverte chez Serge Safran en 2015. Alors, vous avez situé chacun des volumes de la trilogie après une guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale pour les Grands Express européens, la guerre d'indépendance d'Israël pour Kibbutz et la guerre de Corée pour The Great American Disaster. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces moments charnières pour faire démarrer chacun des récits ? Parce que déjà l'idée générale, c'était mon appartenance à une génération qui s'appelle la génération des 30 Glorieuses, qui est un concept très occidental d'ailleurs, il faut bien le dire, parce que ce n'est pas les 30 Glorieuses partout dans le monde. Et on est après une guerre qui en particulier pour le peuple juif, mais pour l'ensemble de l'Europe, a été dévastatrice. Et on peut s'imaginer que les femmes et les hommes qui sortent de ce charnier sont remplis d'une espérance et qu'on va mettre un terme, plus jamais ça. Je me souviens, on entendait très facilement cette phrase, plus jamais ça. Et en fait, je me rends compte rapidement que ces 30 glorieuses, elles sont traversées par d'autres guerres qu'on nous impose, et très rapidement, aussi bien pour l'Europe et pour la France en particulier, les guerres d'indépendance coloniale, mais pour les Américains, c'est la guerre de Corée en 1953, d'une violence inouïe. Et je situe le début de The Great American Disaster avec cette guerre de Corée, dont un des personnages qui va nous accompagner dans l'ensemble de l'ouvrage, presque, en a été la victime. Et ça va aller jusqu'à la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que c'est une société qui ne trouve pas la paix, parce qu'il y a les guerres qu'on lui impose, et il y a les guerres intérieures, en plus de chacun des personnages qui est confronté en fait à ou bien, je dirais, l'effacement du rêve, l'effacement d'une promesse, ou alors, au contraire, une joie incroyable que la Providence va se charger d'écraser. Il y a des gens qui vont se déterminer en fonction de ça et prendre leur indépendance par rapport à cette Providence. Moi, j'avais envie de parler, oui, d'une époque d'abord. Moi, je suis un mélancolique, donc je ne suis pas du tout du 21e siècle. Oui. Je ne me vois pas écrire des livres avec des SMS à l'intérieur, avec des téléphones portables, avec des ordinateurs. Je suis très mélancolique, pas nostalgique, mais mélancolique d'une époque où la parole, ou le courrier, ou les rapports humains étaient fondés sur d'autres... enfin, en tout cas, pas sur la technologie. Oui. Et bon, je suis profondément du XXe siècle et j'ai du mal à passer dans ce siècle-là, quoi. Donc, je me réfère, et au fond, c'est ça qui est le plus important. C'est probablement l'endroit où je situe les hommes et les femmes. Ça, au départ, c'est jamais les hommes et les femmes. C'est toujours un choix de date. Ça me permet déjà d'imaginer comment je vais les habiller, comment je vais les faire marcher, comment je vais les faire parler, et surtout le décor. Et donc, en fait, moi, je procède un peu comme ça. Je fais une peinture de fond. Je ne sais pas si vous connaissez le peintre Boudin, qui était un miniaturiste, comme ça. Par petites touches, de loin, on reconnaît très bien une plage de Trouville avec des personnages très clairs, très nets. Et plus on s'approche, plus on voit en fait que c'est composé de petites taches. Moi, l'idée d'être un Boudin comme ça, de faire dans la nouvelle, de faire dans la miniature et d'élaborer un décor, c'est un peu ma joie dans l'écriture. Alors justement, le décor, vous montrez à travers vos textes une connaissance très fine des pays que vous décrivez, que ce soit donc les États-Unis à travers New York, Israël, la France, l'Europe d'une façon générale. Et vous-même, vous êtes très nomade puisque vous êtes né à Paris, vous avez grandi à Genève,
Vous avez vécu en Italie avant de faire votre alia et de revenir en France. En quoi est-ce que vous diriez que ce nomadisme ou ce cosmopolitisme se traduit dans votre imaginaire et dans votre écriture? Ah bah il est présent partout. Il est présent partout. C'était un nomadisme et à la fois, bon d'abord c'est typiquement les années 70, Mhm. c'était à la fois un nomadisme jeune, parce qu'on ne restait pas chez ses parents très longtemps, on s'en émancipait rapidement de l'autorité. Moi j'appellerais ça presque les années autostop. Mhm. On passait notre temps sur les routes à découvrir nos voisins. Il se trouve que j'ai vécu dans des pays différents que la France. J'ai regardé la France depuis l'étranger le plus souvent dans ma vie. J'ai regardé l'Europe aussi depuis l'étranger. Et donc, oui, c'est complètement inhérent à mon écriture. Je veux dire, c'est le fait que j'appartienne à aucune. D'ailleurs, ça m'a un peu amusé parce que lorsque le prix Goncourt a été remis, je me suis retrouvé dans la tribune, dans le temps, à Genève comme un écrivain genevois Mhm. et en Israël dans Haaretz comme un écrivain israélien. Ça ne me Oui. dérange pas du tout, cette multiplicité des identités ne me dérange pas du tout. Alors, on va revenir aux détails du livre, notamment au premier volume qui s'intitule donc Les grands express européens. Vous partez d'un fait divers. Il y a eu une jeune femme dans un village français d'après-guerre se jette sous un train de la Compagnie internationale des grands express européens. Et à partir de là, vous allez imaginer la vie à l'instant T de plusieurs témoins de cet accident. Donc il y a une star de cinéma, il y a un chasseur de nazis, une écrivaine tchèque, un pianiste de jazz, etc. Quel réseau, quelle toile dessine tous ces personnages qui en apparence ont peu de choses à voir les uns avec les autres? Bah, L'Europe, d'abord, c'est l'Europe. Ils ont pour particularité d'être tous des Européens et tous des enfants de la guerre. Des enfants ou des acteurs de la dernière guerre mondiale. On est dans une Europe donc en reconstruction, plein d'espoir. Celle de mes parents, la génération de mes parents, celle qui reconstruisent une Europe dévastée. Et il y a ce paradoxe fantastique où le luxe reprend des droits et où on voit ces trains magnifiques passer dans les campagnes enneigées des banlieues industrielles. Et ce choc comme ça, un petit peu tchécovien, quoi, je veux dire, entre cette richesse, ce luxe apparent qui passe comme ça dans le petit matin d'un 1er janvier extrêmement froid, c'est un peu ça l'Europe. C'est tout à coup une Europe qui est exsangue, mais où de nouveau la culture, où de nouveau la vengeance, parce que le chasseur nazi est là pour rendre justice. Le pianiste de jazz est là pour enchanter, parce qu'il est là aussi comme une référence puisque c'est Red Garland qui est au piano. Il est aussi à l'intérieur de The Great American Disaster. C'est un immense pianiste de jazz. Et donc, il y a toute une ambiance comme ça, de fêtes qui se confrontent en fait à la réalité de l'après-guerre et de Avec cette beaucoup rente. de, beaucoup de failles qui réapparaissent à la fois dans le continent et puis chez les personnages. Mais bien sûr, c'est un peu ma marque de fabrique. Je parle toujours de gens normaux comme vous et moi. C'est vous, c'est moi. Et je cherche toujours un petit peu leurs petits secrets. Je ne sais pas, je leur imagine, on est tous avec des petits secrets, avec des failles, avec des compromis qui nous hantent, avec des lâchetés, avec des moments de courage étonnants. Et voilà, c'est là où l'homme m'intéresse et où la femme m'intéresse. C'est à ce moment-là, ouais. Pour le volume kibbutz, vous êtes nourri de votre propre expérience. Vous avez vécu dans deux kibbutz différents pendant un certain temps. Quelle image du kibbutz vous vouliez montrer à travers la quinzaine de textes que vous consacrez au kibbutz? C'est une image un peu contrastée, on va dire. C'est très contrasté. Bon, alors déjà, il faut peut-être se référer à une enfance. Quand j'étais gosse, le livre préféré de mon père, c'était La Tour d'Ezra de Kessler. La Tour d'Ezra, c'est tout simplement l'expérience d'un kibbutz. Lors d'une visite en Israël, Kessler est allé dans les kibbutz et en donne
c'est fantastique. Je crois que ça, si je me souviens bien, parce que je l'ai pas lu depuis longtemps, c'était à l'époque des constructions rapides de ce qu'on appelait Chomot Vemigdal, les murs, les enceintes et les tours. C'est-à-dire qu'en une nuit, on construisait des kibbutz, quoi. La chaumière arrivait et on construisait, on bâtissait tout de suite, baptisé, c'était intéressant comme lapsus, on bâtissait tout à coup un kibbutz dans la nuit. Et une prise de guerre comme ça. Alors évidemment, c'est pas politiquement correct aujourd'hui, parce que beaucoup de gens, d'ailleurs, justement, qui sont dans les territoires, pensent qu'ils sont un peu les descendants de cette période-là. Je crois qu'ils se trompent. Je crois qu'ils se trompent, mais énormément. Mais voilà, à peu près. Mais Kessler, c'est surtout l'idée d'un kibbutz, d'une solidarité, de rapport humain. C'est à la fois drôle, c'est tragique. Et puis, bon, c'est Kessler, quoi. Quand j'étais gosse, je m'imaginais, je m'endormais en me rêvant, soldat, paysan, une sorte de héros comme ça. C'était l'époque où, dans la fin des années 60, où il y avait une sorte de mythe comme ça, de socialiste et tout. Autant dire que ça m'a bercé pendant des années et des années. Je m'endormais avec ce rêve. Et ce rêve, il est venu, et tout à coup, je me suis retrouvé reprojeté dans mes rêves d'enfance avec mes espoirs socialistes d'enfance. Mais je suis arrivé aussi dans un kibbutz au moment où le kibbutz commençait à se modifier dans ses structures, dans son rapport entre les membres, entre les hommes, entre le kibbutz et la société israélienne. On sortait de plusieurs années de travaillisme. Tout à coup, c'était l'arrivée au pouvoir de Begin. Il y avait un changement de paradigme. Le kibbutz n'était plus le sel de la terre, et avec son arrogance magnifique des années Ben Gurion et Moshe Charet, c'était un kibbutz différent qui a commencé à se déliter à cause du visage humain, justement, qu'il voulait se donner. C'était un socialisme à visage humain qui, fin de compte, a périclité à cause de son visage humain. Et j'en étais le témoin. J'ai vu le retour des enfants à la maison, j'ai vu la construction tout à coup de villas, parce que c'était des véritables villas qu'on construisait pour les familles, puisque tout à coup, il y avait des familles, c'était plus des membres qui étaient séparés de leurs enfants, et chacun était logé à la même enseigne. Non, non. Et tout à coup, les injustices sont apparues. Et donc, on est arrivé même jusqu'à la folie de salaires différenciés en fonction des fonctions. C'était bon. Et donc, c'est avec beaucoup de tristesse et de mélancolie que je parle de cette expérience du kibbutz. Dans le recueil Kibbutz, il y a plusieurs personnages assez marquants. Il y a un conducteur de tracteur qui revient très souvent. Il y a un kibbutznik américain qui est fan de Cholent. Il y a un secrétaire au transport qui décide de qui va prendre la voiture et à quel moment. Où il y a encore un écrivain fâché avec son fils, etc., etc. De quel personnage vous vous sentiriez le plus proche dans toute cette galerie? D'abord, je les aime bien tous. Mais d'abord, premièrement, peut-être la mère de l'écrivain. Je trouve que le personnage de la mère de l'écrivain est probablement plus importante que l'écrivain lui-même. Elle le reconnaît, elle le voit de dos. Donc, bon, pour dire en peu de mots, c'est un écrivain qui renonce, qui est issu du milieu religieux, qui renonce à la fois à son identité, qui renonce à la religion et dont le père dit le Kaddish. Et qui va plus voir sa famille pendant des années, des années. Et à la mort du père, la mère se croit libérée de ce Kaddish et désire revoir son fils qui est à peine plus vieux qu'elle, à peine plus jeune qu'elle, je veux dire, parce qu'elle l'a eu très tôt, très très tôt. Elle pourrait être... Et quand elle rentre dans cette petite chambre du kibbutz où il écrit ses livres, elle reconnaît en fait le père. Elle reconnaît la voussure du dos, elle le reconnaît et elle sait qu'au fond, déjà, il n'y aura pas de pardon. Oui. Parce qu'il a dit le Kaddish sur ses parents. Et ça, à mon avis, elle est un des personnages que j'aime le plus, c'est évident. Moi, elle m'émeut. Bien sûr, Oncle Yona m'émeut. Il m'émeut aussi parce que sur peu de choses, sur quelque chose de bête, qu'est-ce que c'est que distribuer des voitures, dire
tu prendras la voiture de telle heure à telle heure, mais tu tâcheras de le rendre, parce que c'est ça l'idée du kibbutz. Et on se rend compte qu'il a un impact très concret sur la vie des gens. Distribuer des voitures peut avoir des conséquences à long terme. Un impact relatif sur la vie des gens. C'est surtout l'égoïsme des gens qui ont un impact incroyable à partir d'une petite chose ridicule, c'est-à-dire quelqu'un qui se croit autorisé à ne pas rendre la voiture à l'heure, parce que de ce qu'on appelle les adonymes, les seigneurs de kibbutz, il va créer un malheur. Donc, à partir de quelque chose de si petit, de si ridicule, on bascule dans la tragédie. Alors bon, voilà, c'est ça. La tragédie, elle se balade dans notre bassin méditerranéen. Donc Israël n'est pas exemple de tragédie. Il fait partie du monde de la tragédie. Même si on a une opposition avec la Grèce, mais on a une tragédie éthique. Voilà, je traduirais ça comme ça. Par rapport aux Grecs, nous, on a une tragédie de l'ordre de l'éthique. Alors le troisième et dernier recueil de la trilogie s'appelle The Great American Disaster. Donc on pense évidemment à The Great American Novel de Philip Roth. Que doit ce livre à Philip Roth et que doit votre écriture à cet auteur? Alors, il doit beaucoup à tous les écrivains américains. Mais alors à tous, de Faulkner jusqu'à... Bon, pour moi, un livre d'abord fondamental, c'est Manhattan Transfer. Ça, il n'y a aucun doute. Dos Passos, c'est la découverte de l'Amérique. Ça, pour moi, c'est net et précis. Ensuite, c'est Philip Roth, c'est Malamud, pour qui j'ai une tendresse, plus qu'une tendresse. C'est Saul Bellow, c'est toute la littérature noire américaine. De toute façon, je pense que notre siècle, notre génération, elle est née avec l'Amérique. On a l'Amérique en nous, je veux dire. On n'a même pas cherché à être américain. L'Amérique est rentrée en nous. On a des images. Je suis certain que si vous fermez les yeux, vous pouvez imaginer une rue de New York sans aucun problème. Et même les auteurs. Et c'est ce qui me plaît chez mon héros, entre guillemets, Saul Gans. Il se dit capable de reconnaître chaque quartier de East River à l'Hudson River, rien qu'en fermant les yeux et en sentant les odeurs de chaque quartier. Donc justement, votre personnage, Saul Gans, c'est un lieutenant, un flic, un juif new-yorkais qui va faire la jonction entre tous les autres personnages. Et ce que vous soulignez ici, c'est l'intégration des juifs de New York à la société américaine. Et vous faites souvent le parallèle avec la condition des Noirs américains. On voit que les deux situations, les juifs et les Noirs, ne sont pas forcément très enviables à l'époque. Non, elles ne sont pas enviables. D'abord, premièrement, c'est encore Philip Roth qui me l'a fait découvrir, évidemment. Parce que c'était pas que je connaissais, à savoir les numerus clausus, la situation des Juifs immédiatement après-guerre, le macartisme, la situation des Juifs était, et on le voit dans l'aboutissement génial de la tâche, qui, à mon avis, n'est pas le plus grand, Philip Roth. Moi, je pense que j'ai épousé un communiste et est encore plus grand, et la pastorale américaine aussi. Oui, j'ai découvert ça avec Philip Roth, que la condition des Juifs n'était pas enviable. D'abord, ils habitaient aussi assez proches de la communauté noire. Vous montrez qu'il y a un mélange quand même. Je les marie même carrément. Je tiens à les... C'est presque une sorte de rêve messianique, parce qu'il y a une période où il y a eu une symbiose comme ça dans la conscience, dans la proximité entre juifs et noirs américains. Ça a été justement cette période-là où on retrouvait aussi bien des rabbins manifestants pour les droits civiques, ou comme dit Wynton Marsalis, l'immense trompettiste de jazz, dit on sortait de la guerre et le nazisme avait interdit le jazz parce que c'était une musique de nègres et de juifs. Et c'était ça. Et tout ça, pour moi, c'est une sorte, oui, il y a quelque chose j'ai choisi cette période parce que c'est la meilleure période du jazz. 53, 72, donc on est à la mort de Coltrane. Pour moi, c'est le jazz dans sa folie, dans son intelligence, dans sa capacité à modifier les choses, à modifier... enfin, tout ce que je sais de la musique.
Le jazz est omniprésent, justement, dans ce recueil. On voit votre passion pour cette musique. Il est omniprésent dans ma vie. Je suis un monomaniaque. Je ne vis qu'avec de la musique et qu'avec du jazz. Bien, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Et la guerre est finie, aux éditions Métropolis. Merci. Merci beaucoup à vous.